Avant de commencer mon exposé, je tiens à remercier les organisateurs de la conférence for Nuclear Free Pacific, au nom du groupe 1878 de Nouvelle-Calédonie que je représente ici. Comme vous devez vous en douter, il est très difficile, en Nouvelle-Calédonie même, de mener une lutte efficace contre les essais nucléaires dans le Pacifique, parce que c'est un territoire entièrement soumis à la domination impérialiste du gouvernement français. Aussi, je vais vous faire un historique assez bref de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. De 1774, date de la découverte de l'île par le capitaine anglais James Cook, jusqu'au 2 septembre 1969, qui est une date marquante des aspects actuels de la décolonisation en Nouvelle-Calédonie. Je tiens à préciser que cet historique est inspiré des écrits de Nidoïs Neslin, qui était le principal promoteur des émeutes du 2 septembre 1969, qui ont secoué Nouméa, la capitale de Nouvelle-Calédonie, les émeutes qui ont... Nidoïs Neslin est également le fondateur du mouvement Foulard Rouge, qui, depuis 1969, était le seul mouvement de jeunes Kanaks qui mène une lutte radicale contre le colonialisme français en Nouvelle-Calédonie. Extrait du discours de Dewe Gorodé à la première conférence Nuclear Free and Independent Pacific qui s'est tenue du 1er au 6 avril 1975 à Suva, Fidji. Dewe Gorodé était intervenu en tant que représentant du groupe 1878 et a parlé de l'histoire coloniale de la Nouvelle-Calédonie et des luttes contemporaines dans les années 70. Son discours a par la suite été publié dans les Nouvelles 1870 Andy Mando, qui était le journal du groupe 1878. Nous avons diffusé cet extrait du discours de Dewe Gorodé afin d'introduire notre 19e édition dans lequel on vous parle de la militarisation de l'Océanie, du mouvement Nuclear Free and Independent Pacific, des enjeux stratégiques, politiques et militaires dans la région et de la résistance historique des peuples autochtones océaniens au colonialisme. Bonjour, je suis Roselyne Macalou, créatrice de cette émission podcast. Une émission qui laisse micro ouvert aux femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie, aux femmes du Pacifique et d'ailleurs, qui formulent et reformulent la société en contexte de décolonisation. Cette émission, c'est une contribution des femmes aux réflexions sur l'avenir de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, le thème de notre 19e édition est la militarisation de l'Océanie. Pour aborder ce sujet, nous avons l'honneur de recevoir dans la pause décoloniale Talei Lucia Mangioni, une doctorante de l'Australian National University qui conduit actuellement des recherches sur l'héritage critique et créatif du mouvement Nuclear Free and Independent Pacific, le mouvement pour un Pacifique sans nucléaire et indépendant. Cette interview conduite par Anaïs Douang-Pédika est une mine d'informations. Elle nous permet de comprendre la situation actuelle des enjeux stratégiques des grandes puissances dans la région Pacifique, notamment le fameux axe Indo-Pacifique. Elle nous permet de faire elle fait écho en fait à notre épisode 17 sur le militantisme anti-nucléaire à Maui Nui avec Inamoeura Cross, et cette interview interroge la portée des débats tenus dans le cadre d'événements tels que le 3e Pacific Feminist Forum, soutenu par le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce par le biais de la coalition We Rise et de l'initiative Spotlight de l'Union européenne dans le Pacifique et de l'ONU. Tout de suite, la militarisation en Océanie. Vous êtes sur Radio Jido dans la 19e édition de la pause décoloniale. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Bonjour Talei, vous êtes née et avez été élevée sur les terres Gadigal de la nation aborigène Eora et vous êtes d'origine fidjienne et italienne. Vous travaillez actuellement sur les terres Ngunnawal et Ngambri et êtes doctorante en Pacific Studies, que l'on peut traduire par études
du Pacifique à l'Australian National University, où vous faites des recherches sur les héritages critiques et créatifs du mouvement Nuclear Free and Independent Pacific, qui est le mouvement pour un Pacifique sans nucléaire et indépendant en Océanie, à travers une ethnographie historique et le tressage d'archives et d'objets matériels avec des histoires orales de militantes et militants et artistes. Vous êtes aussi intéressé par explorer ces thèmes par le biais du film documentaire. Vous êtes membre du conseil administratif de ICAN Australie. Donc l'ICAN, c'est la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Et vous êtes membre de Young Solwara Pacific, qui est un mouvement régional qui comprend un collectif de militants et de militantes du Pacifique. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Pause décoloniale pour un entretien. Pour en revenir au Pacific Feminist Forum Kanaki, qui s'est tenu le 1er octobre dernier, comme le rappelait Roselyne dans son introduction, 2 sujets d'atelier ont été retenus sur lesquels les invités ont échangé. Il s'agissait des thèmes suivants. 1. Le changement climatique et la sécurité de l'habitat en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et 2. La militarisation de notre région et les préoccupations des femmes de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Le thème sur la militarisation a été introduit par la doctorante Clara Filippi, qui a expliqué au journal télévisé de NC Première que, je cite, on a souvent l'impression, quand on parle de la militarisation, que des militaires vont arriver et qu'on va être envahis, mais au final, non. Ce sont surtout des enjeux de zone économique exclusive, des enjeux de protection ou d'influence. Fin de citation. Pourriez-vous nous donner une définition de la militarisation, particulièrement dans le contexte de l'Océanie? Yeah, sure. Thanks so much for having me. Oui, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vois vraiment la militarisation comme un processus très actif. Les gens pensent que c'est un processus à travers lequel l'État répond à une menace perçue ou une guerre à venir. Donc, ils construisent des infrastructures, des bases militaires et ce genre de choses. Mais je pense que Clara mentionne un point important parce que souvent, et plus particulièrement actuellement dans le Pacifique et en Australie, qui est l'état dans lequel je vis, la militarisation est souvent masquée par des choses telles que le changement climatique, le développement. Et aussi dans le Pacifique, l'économie bleue. Donc on doit construire des infrastructures pour protéger nos zones de pêche et nos océans et ce genre de choses. Donc les États comme la France, les États-Unis et l'Australie sont toujours en train d'évaluer des options et des manières de s'imposer pour pouvoir répondre à cette menace perçue qui est la montée en puissance de la Chine. Et bien sûr, la Chine fait la même chose et mimique ce que les États-Unis et les autres grands pouvoirs font. L'exemple le plus évident auquel je pense est la militarisation de la police. En ce moment, aux îles Salomon, l'Australie et la Chine offrent des motos, des armes à feu et ce genre de choses. On doit avoir une approche abolitionniste parce qu'on doit réfléchir à d'autres façons de répondre au changement climatique qui ne fassent pas appel à l'armée ou au fait que la police ne devrait pas avoir d'armes à feu ou au fait que la police ne devrait pas exister du tout. Donc c'est intéressant que les gens pensent parfois que la militarisation appartient au passé alors que c'est plutôt quotidien et que ça se passe tout autour de nous, partout dans le Pacifique. Sometimes people think of it as a thing of the past, but it's actually like here in our everyday, and militarism is kind of all around us throughout the Pacific. So I kind of see that. Dans notre épisode numéro 17, la militante antinucléaire Inamoeura Cross a expliqué que le fait nucléaire ne pouvait pas être compris séparément du colonialisme à Maui Nui. Elle a parlé de colonialisme nucléaire. Pourriez-vous nous dire comment la militarisation et le colonialisme sont entremêlés dans notre région? En d'autres termes, pourquoi est-ce important de comprendre l'histoire du colonialisme dans les îles du Pacifique pour pouvoir comprendre la militarisation? Avant de répondre à cette question, je voudrais remercier la Pause décoloniale pour avoir traduit et partagé cet entretien avec le site The New Outrigger parce que je peux vous dire que beaucoup de personnes du monde anglophone ont beaucoup appris de cet entretien et moi particulièrement puisque je fais des recherches sur ce sujet. Donc merci Vinaka Vakalevu pour ça. Je pense que quand on parle des histoires de colonialisme dans la région, malgré le fait qu'il y ait eu le mouvement Nuclear Free and Independent Pacific, la région n'est toujours pas libérée du nucléaire ni indépendante.
Ce mouvement a commencé dans les années 70, quand le Pacifique devenait enfin libre et était la dernière frontière de la décolonisation. Et pourtant, nous devons réfléchir à la diversité de notre région, à la diversité des colonialismes dans notre région. Ce n'était pas un seul oppresseur, ils étaient multiples. On a les Espagnols, les Français, les Allemands, les Japonais. L'Australie était sur le territoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans des endroits comme Norfolk. Et bien sûr, le colonialisme américain dans les territoires micronésiens. Et bien que la majorité du Pacifique soit des États indépendants, beaucoup d'entre eux ne sont toujours pas libres et on a toujours ces pouvoirs coloniaux qui sont là et qui s'accrochent, comme la France, les États-Unis, des nouveaux pouvoirs comme l'Indonésie en Papouasie occidentale et la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui est aussi un petit État impérial. Donc la liste est longue et il est aussi question de comprendre qu'il y a plein de différents types d'indépendance dans le Pacifique. Certains États ne sont pas complètement libres. Il y a des États qui ont ce qu'on appelle des traités de libre association, comme en Micronésie, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui les États fédérés de Micronésie, et les îles Marshall et Palau, qui sont toutes séparées pour des raisons diverses. Il y a aussi les îles Mariannes du Nord, qu'on appelle le Commonwealth of the Mariana Islands, qui est un territoire organisé non incorporé des États-Unis. Il y a les territoires de Guam et des Samoa américaines. Hawaï est un État des États-Unis. Et la Nouvelle-Zélande aussi a tous ces États librement associés, comme Niue et les îles Cook. Et évidemment, la France est toujours dans le Pacifique, donc il faut bien comprendre que le Pacifique n'est pas libre et que souvent, ce qui accompagne ces colonies de peuplement ou colonies ou ces différentes formes d'indépendance, c'est l'armée. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'armée peut revenir, comme c'est le cas dans les États en libre association en Micronésie par exemple, avec les États-Unis. Donc voilà, désolé, c'était long, mais le militarisme, c'est vraiment quelque chose de quotidien, particulièrement pour la Micronésie ou pour les colonies de peuplement, comme l'Australie, particulièrement dans le nord en ce moment, mais c'est souvent oublié. Donc c'est important d'apprendre ces histoires qu'on n'apprend jamais vraiment dans nos écoles. Merci Talaï, et non pas du tout. En fait, c'est bien parce que ça nous donne une idée générale en fait de ce qui se passe dans la région, qu'on n'entend peut-être pas dans les médias, en tout cas francophones. Dans vos recherches, vous vous concentrez sur les luttes des militantes, militants et artistes du Free and Independent Pacific Movement. Vous en avez parlé un petit peu dans la question précédente, donc le mouvement pour un Pacifique sans nucléaire et indépendant. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce mouvement pour les auditeurs et auditrices qui n'en ont jamais entendu parler? Yeah, of course. Oui, bien sûr. Donc le mouvement Nuclear Free and Independent Pacific était le dernier nom qu'on lui a donné. J'imagine qu'on peut dire qu'il a commencé à Fidji, où il y avait ce comité contre les essais à Mururoa, en anglais Against Testing on Mururoa, qui était appelé le comité Atom, pour faire plus court. Et ça, c'était dans les années 70 à Suva, parce qu'il y avait l'Université du Pacifique Sud, et beaucoup d'étudiantes et étudiants du Pacifique pouvaient voyager et venir étudier à Suva, à l'université. Et l'Université du Pacifique Sud était la première université de la région. Donc c'était vraiment les premiers et premières étudiants et étudiantes, étant donné que l'université avait seulement été ouverte en 1968. Et c'était là où, avant, à la période coloniale, c'était vraiment difficile de voyager pour passer à travers toutes les différentes frontières. L'Université du Pacifique Sud était un espace régional super intéressant où des jeunes intellectuels et jeunes radicaux se retrouvaient pour la première fois et pouvaient se rendre compte et parler des similarités de leur expérience du colonialisme. Et la majorité d'entre eux ne venaient pas d'États indépendants. Il y avait seulement le Samoa occidental et Nauru, et quelques autres États qui étaient libres, dont Fidji, qui est devenu libre en 1970. Donc c'était une période très intéressante, et c'est à ce moment-là qu'un groupe d'étudiantes et d'étudiants se sont retrouvés, et il y avait ce biologiste à l'Université du Pacifique Sud qui était un Australien qui s'appelait Graham Baines. Il a découvert qu'il y avait des conséquences aux essais nucléaires français sur Suva, malgré le fait qu'ils étaient réalisés à des milliers de kilomètres. Il conduisait des tests en fait sur l'eau de pluie à Suva et la radioactivité de l'eau de pluie avait été multipliée par 5. Et donc ces étudiants et étudiantes étaient furieux. Ils ont appris
Pour les essais, grâce aux bribes d'informations qu'elles arrivaient à obtenir des médias, et elles ont commencé un mouvement pour éduquer la société civile sur ce qu'il se passait. Parce que les effets des essais nucléaires n'étaient pas limités aux endroits où les essais étaient faits, mais ça se répandait partout dans le Pacifique. Donc elles éduquaient la société civile aussi sur comment les essais avaient un effet sur leur santé. Et c'était souvent fait à travers la science et le christianisme. Donc réfléchir à la moralité des armes nucléaires. Et Yales poussait aussi leur gouvernement à agir, ce qui est sous-estimé dans l'histoire régionale de ce mouvement. On voit souvent des leaders politiques devenir les héros, mais c'était surtout la base de la société civile et ces étudiantes et étudiants qui faisaient le travail. Il y avait aussi beaucoup de féministes qui étaient impliqués, de syndicats et toutes ces intersections pour pouvoir répondre aux essais nucléaires français. Puis, quand il y a eu une courte pause dans les essais nucléaires français en 1975, elles ont organisé une conférence. C'était l'une des premières fois où il y avait autant de militantes et militants de la base qui venaient de la région et qui se réunissaient pour parler du problème du colonialisme nucléaire. Il y avait des gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des gens de Hawaï, des gens de Micronésie, des gens de Polynésie française étaient invités, mais ils ne pouvaient pas venir parce que l'État français les surveillait, donc c'était politiquement impossible pour eux de venir à ce moment-là. Et donc, en ayant tous ces militantes et militants de la région qui avaient pour objectif de démanteler ce problème nucléaire, mais aussi du colonialisme, en mettant en avant la souveraineté dans leur mouvement et en échangeant sur leurs mouvements respectifs dans différents endroits, Yales commencèrent ce mouvement et c'est devenu le mouvement Nuclear Free and Independent Pacific en 1980. À partir de ce moment, le mouvement avait plusieurs conférences, des publications et les arts étaient une partie importante du mouvement pour pouvoir éduquer les gens. C'est devenu le mouvement Nuclear Free and Independent Pacific parce qu'elle voulait vraiment parler de restitution des terres et droit à la terre au sein du mouvement. Et plus particulièrement en ce qui concerne les colonies de peuplement comme l'Australie, Aotearoa, Nouvelle-Zélande, Kanaki, Micronésie et Hawaï. Donc c'était vraiment important dans le mouvement et c'était vraiment un grand mouvement dans les années 70, 80 et 90. Beaucoup d'entre nous nous y référons comme un moment très important. Dans un entretien récent que vous avez fait avec le magazine The Funambulist, vous avez dit, et je vous cite, « Les femmes ont toujours été le fer de lance des mouvements du Pacifique puisqu'elles étaient souvent en marge du pouvoir politique et économique. » Fin de citation. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce que vous aviez écrit? Bien sûr. Quand j'ai écrit ça, c'était parce que j'avais remarqué dans ma recherche d'archives qu'il y avait beaucoup de femmes qui se décrivaient comme féministes ou ne s'identifiaient pas au féminisme pour quelque raison que ce soit, qui faisaient ce travail. Elles étaient vraiment occupées, toujours en train de s'écrire des lettres, de mobiliser les gens. Les femmes ont été une partie essentielle de ce mouvement. Et c'était des femmes de partout aussi. Et souvent, je pense aussi au fait que la même année que la première conférence du Nuclear Free and Independent Pacific en 1975, il y avait aussi une Pacific Women's Conference, la conférence des femmes du Pacifique, qui avait été organisée par Amelia Rokotuivuna et d'autres militantes comme Vanessa Griffin et Claire Slater, qui sont de Fidji, pour pouvoir rassembler toutes ces femmes de la région. Et je crois que c'était l'année internationale de la femme organisée par les Nations Unies. Et donc après cette conférence, elles se sont rendues au Mexique ensemble pour la conférence mondiale de l'année internationale de la femme. Elles se sont rendues compte que c'était difficile de faire quoi que ce soit pour les femmes du Pacifique en tant qu'individus, mais que si elles travaillaient ensemble et écrivaient une déclaration, donc elles ont écrit une déclaration contre les essais nucléaires et une déclaration pour la souveraineté et la décolonisation pour tous les peuples du Pacifique. Donc les femmes ont été très importantes et elles ont été marginalisées par rapport au pouvoir politique. La plupart de nos représentants politiques sont des hommes. Et vous savez, parfois les hommes peuvent comploter ou même être complices. Ils peuvent aussi résister le pouvoir colonial, et c'est très visible dans nos histoires. Mais en même temps, les femmes qui sont exclues de ce pouvoir ont des rôles très importants dans les mouvements de la base. Et je pense à des personnalités comme Amelia Rokotuivuna. Je travaille sur une biographie courte d'elle en ce moment et elle était contre
contre les développeurs qui arrivent et décident pour les communautés de ce qu'ils vont faire. Elle était contre le cadre du développement dans un contexte post-colonial. Et elle était contre le colonialisme nucléaire. Elle était contre les formes d'hégémonie autochtone dont elle s'est opposée au coup d'État à Fidji, par exemple, à un moment où ce n'était pas vraiment bien vu de le faire dans les années 80. Je pense aussi à l'exemple des femmes de Palau dans les années 80, toujours, quand elles se battaient pour garder la clause contre le nucléaire dans leur constitution. Parfois, elles décidaient d'aller au tribunal contre les hommes qui n'arrêtaient pas de changer leur avis sur ce sujet, et elles ont eu plusieurs référendums parce que les hommes étaient influencés par le gouvernement des États-Unis pour changer ça. Donc les femmes ont traîné les hommes au tribunal, ce qui a été la honte pour ces hommes, mais c'est surtout qu'elles étaient tellement dévouées pour pouvoir faire quelque chose comme ça. On peut voir tellement de fois dans les recherches comment les femmes ont été vraiment essentielles à ce mouvement et à tous les mouvements en fait. Dans les médias et la politique française, et même dans le Pacifique francophone, la militarisation de la région n'est souvent comprise que par rapport à la menace chinoise, entre guillemets, alors qu'il semble que le discours soit plus critique ou nuancé dans le reste de la région. En Kanaki, Nouvelle-Calédonie, certains commentateurs ou même commentatrices semblent penser que notre protection contre cette menace justifie la militarisation. Que pensez-vous de ce discours de la menace chinoise? Yeah, I think this discourse on the China threat is really prevalent in our Australian media as well. We see it a lot. Oui, je pense qu'on retrouve aussi ce discours sur la menace chinoise dans nos médias australiens. On le voit beaucoup, la Chine dans le Pacifique est devenue un sujet électoral cette année. Et c'est vraiment toujours représenté par notre gouvernement qui essaye d'empêcher la Chine d'avoir plus d'influence. C'est devenu tellement normalisé. Alors récemment, il y a eu l'information que les États-Unis allaient mettre des Boeing B-52 Stratofortress, des bombardiers stratégiques subsoniques à réaction et à long rayon d'action dans la partie nord de l'Australie. Et le même jour, Caroline Kennedy, qui est l'ambassadrice des États-Unis en Australie et qui est aussi la fille de John F. Kennedy, qui était le 35e président des États-Unis, a donné sa première interview à la télévision. Donc c'est vraiment une façon d'enraciner cette idée que la Chine est là et qu'un partenariat de sécurité militaire entre les États-Unis et l'Australie est la meilleure façon d'empêcher ça ou d'empêcher la guerre. C'est vraiment partout en ce moment et c'est très dur d'expliquer aux gens pourquoi ce n'est pas normal et pourquoi c'est vraiment mauvais pour ce pays. Donc oui, c'est aussi très triste parce que le gouvernement de gauche continue de militariser tout autant que le gouvernement libéral de coalition l'a fait avant lui. Alors que le gouvernement de gauche est censé être plus progressiste. C'est très décevant. Just as, the Liberal coalition government did, and the Labor government is more progressive in a sense. But yeah, it's really disappointing. Alors, je voudrais juste poser une question après celle-là. Est-ce que je comprends bien votre réponse par rapport au fait que tout à l'heure, vous parliez d'abolition ou d'abolitionnisme? Et est-ce que je comprends bien que vous suggérez finalement que ce discours sur la menace chinoise, ou en tout cas la menace que peut potentiellement poser la Chine à la région Pacifique, et doit être autant critiqué que les réponses proposées et la justification de la militarisation américaine, australienne et donc aussi française dans le Pacifique pour répondre à cette menace? Oui, totalement. Je pense qu'une perspective abolitionniste est vraiment utile dans ce cas-là parce que c'est juste l'argent aussi. Pourquoi notre gouvernement dépense autant d'argent dans l'armée quand c'est littéralement la fin du monde? Le changement climatique est en train de se passer. Vous savez, toutes les semaines en Australie, il y a quelque chose de nouveau. Des inondations, des feux de brousse, de la sécheresse. On vient juste de sortir d'une pandémie et c'était horrible pour notre économie aussi. Donc vraiment, il faut s'interroger sur la nécessité des dépenses militaires parce que face à tous ces problèmes de notre région, et c'est ce que le Forum des îles du Pacifique dit, ainsi que des militants de la base comme Joe Taou, de Young Solwara Pacifique et Pang, le réseau Pacifique sur la globalisation, le changement climatique et la Covid-19 sont les plus grandes menaces à la sécurité actuellement. Donc, pourquoi l'Australie ratifie-t-elle l'alliance militaire AUKUS? C'est juste ridicule. It's just ridiculous. Merci Théa.
Sherry. Ma prochaine question est liée au fait qu'en août dernier, 3 avions de chasse Rafale ont atterri à Nouméa pour la mission Pégase Henry Brown, dont l'objectif était pour l'armée de l'air française de montrer qu'elle était capable d'organiser une mission aussi loin que la Nouvelle-Calédonie en seulement 72 heures. La mission a été un succès. Le seul journal local, donc les Nouvelles-Calédoniennes, a écrit que les avions de chasse avaient atterri, ici je cite, sous une salve d'applaudissements. Fin de citation. Ce qui a été le plus débattu sur les réseaux sociaux était le fait qu'un des jeunes pilotes du pays portait un écusson avec le drapeau de Kanaki sur son uniforme. Similaire au débat sur le drapeau de Kanaki levé à la Maison-Blanche en septembre dernier, il semblerait que cette focalisation sur le symbolisme du drapeau Kanaki, levé ou porté dans des espaces militarisés, cache ce qui est réellement en jeu politiquement dans ces événements. En effet, il semble qu'il y ait une acceptation et même une normalisation de la militarisation en Kanaki Nouvelle-Calédonie, si ce n'est pas parfois une culture de la militarisation qui n'est pas séparable de la culture patriarcale, qu'elle soit coloniale ou autochtone. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué dans d'autres îles du Pacifique? Yeah, this example actually, it reminded me of the Oui, cet exemple me fait penser au fait que récemment, le gouvernement australien a parlé d'une politique étrangère autochtone. Et c'est juste intéressant parce qu'il y a un greenwashing, appelé aussi éco-blanchiment, qui s'opère par rapport au changement climatique et à la militarisation. Mais aussi simultanément un brownwashing ou blanchiment autochtone, si on peut dire. Et c'est très visible dans cette représentation du pilote kanak qui porte les drapeaux français et kanaki. Ça me rappelle aussi ce sommet aux États-Unis organisé par le président Biden où la Kanaki était présente. Mais il y avait toutes ces discussions sur l'invitation d'États associés comme Niue et les îles Cook. Et après ça, il y avait des discussions au sujet de l'adhésion de Guam au Forum des îles du Pacifique. Dans le monde universitaire, des gens disaient que vu que Guam est un État indépendant, cela voudrait dire que les États-Unis seraient représentés au Forum des îles du Pacifique au lieu d'être un observateur. Donc c'est vraiment intéressant la façon dont les choses évoluent en ce moment et ces politiques de représentation dans ces espaces diplomatiques et militaires. Et ça montre comment être représenté et célébré. Mais quelle est l'étendue de cette représentation ? Je me dois de poser la question. Plus particulièrement quand je pense aux termes et conditions de ce sommet aux États-Unis. J'ai lu le document qui en a découlé. Et c'est vraiment une mise en avant des relations entre les États-Unis et le Pacifique par rapport à l'angle de la Seconde Guerre mondiale. Donc le lien qui est fait est encore une fois à travers la militarisation. C'est cette fraternité et camaraderie qui sont des concepts très masculins. Aucune mention des femmes et de toute façon la plupart des gens qui participent à ces échanges sont des hommes. C'est juste intéressant de penser à cette représentation et le lien avec la militarisation. Men as well, and it's just interesting to think about that representation and how it engages militarism at the moment. Pour continuer, je voulais vous parler des travaux de la chercheuse, poète et éducatrice Teresia Teaiwa sur la militarisation dans le Pacifique. Et elle a inventé le concept de militourisme. Donc, militourisme. Elle a expliqué que le militourisme opérait notamment à Guam, à Hawaï, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous comprenez de ce concept de militourisme? Est-ce que vous pensez que cela puisse potentiellement contribuer à la normalisation de la militarisation dans le Pacifique? Yeah, I definitely think it normalizes militarism in the Pacific. I understand. Oui, je pense que ça contribue à la normalisation du militarisme dans le Pacifique. Teresia Teaiwa parle du militourisme en termes d'assemblage de militarisme et tourisme. C'est-à-dire que ce n'est jamais l'un ou l'autre et ça n'est pas obligé d'être simultané, mais les deux émergent de manière différente, compliquée et nuancée dans des endroits comme la Polynésie, occupée par la France, Hawaï et d'autres endroits comme ça dans le Pacifique. Ma compréhension de ce concept est que le militarisme et le tourisme ont fusionné de cette manière quand les États-Unis ont quitté le Pacifique. Est-ce qu'ils sont vraiment partis ? Je veux dire, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une sorte de nostalgie pour le Pacifique chez les Américains. Et dans ce contexte-là, les États-Unis voulaient garder des endroits comme Hawaï principalement. Et il y avait aussi cette nostalgie par rapport au temps qu'ils avaient passé dans le Pacifique pendant la guerre. Et donc, il y a toute cette culture ou mouvement du tiki qui en a émergé.
aussi, les gens voulaient pouvoir aller en vacances dans le Pacifique. Et c'est un point essentiel, cette idée de repos et de relaxation pour l'armée. Donc, tu avais ton entraînement militaire, la guerre, le combat et tout ça, mais tu pouvais aussi te relaxer et faire la fête. Et il y avait pas mal de choses horribles, comme le tourisme sexuel et des bars prévus à cet effet, qui sont toujours associés au militarisme. Et on voit ça très clairement dans les endroits comme Hawaï et beaucoup d'autres endroits dans le Pacifique, comme le montre Teresia Teahuia dans ses travaux, y compris Fidji, qui a une armée autochtone et pour qui le tourisme est la principale source de revenus. Donc c'est comme ça que je comprends le concept de militourisme. So yeah, I guess that's how I understand militarism. Donc, en quelque sorte, en fait, le fait que sur ces îles-là, il y a une industrie touristique qui soit développée, ça cache, ça permet de cacher, mais aussi en quelque sorte de cultiver la militarisation sur ces îles. Si je comprends bien aussi l'effet de ce concept de militourisme. Yeah, absolutely. Dans quelle mesure peut-on dire que la militarisation et le changement climatique sont liés? Et je pose cette question parce que plusieurs fois dans l'entretien, vous avez parlé de changement climatique directement en relation avec la militarisation. Oh yeah, I mean, my go-to fact is always like that the US military is like the number one polluter. Mon premier point, c'est toujours que l'armée américaine est le premier pollueur du monde et le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. De penser la justice climatique simultanément ou de la mettre au premier plan dans la relation des États-Unis avec le Pacifique. L'Australie dit que la justice climatique est très importante dans leur relation avec leur famille du Pacifique. Ils disent toujours famille. Mais selon moi et beaucoup d'autres personnes dans le Pacifique, c'est juste de l'hypocrisie. Ils peuvent dire ça et à côté de ça, mettre autant d'argent dans les dépenses militaires pour répondre à la menace grandissante de la Chine et soutenir la présence militaire et l'accaparement des terres pour construire de nouvelles bases militaires et ce genre d'infrastructures. And land grabs essentially for like new places and new bases and all that type of thing. So yeah. Pour ma dernière question, je voulais me recentrer en fait sur vos recherches et vous demander de quelle façon vos recherches résistent-elles les récits coloniaux qui sont véhiculés sur le Pacifique, qui sont même parfois reproduits par les gens qui vivent dans le Pacifique eux-mêmes. Et comment faites-vous en sorte de centrer les perspectives, les voix et l'agentivité des peuples autochtones océaniens, c'est-à-dire par exemple en ne les représentant pas comme des peuples seulement passifs, en fait, que ce soit à la militarisation ou au changement climatique par exemple, et en quoi le champ de recherche dans lequel vous êtes, qui est les Pacific Studies, donc ou études du Pacifique, vous aide à le faire? I guess in my research, I do my research by... Oui, donc j'effectue mes recherches en faisant du travail créatif et je réalise un documentaire audio. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est parce que je ne voulais pas créer une recherche documentaire de plus ou un écrit que personne n'allait jamais lire. Le truc, c'est que ce que disent les gens du Pacifique, beaucoup d'entre nous l'avons répété plein de fois et de manière différente. C'est au point où on se demande combien de manières différentes il est possible de dire la même chose. Donc c'est pour ça que je voulais travailler sur quelque chose d'un peu différent, d'une recherche basée sur des documents et surtout parce que je travaille avec des archives documentaires. Donc j'ai pensé que le son était une bonne manière d'encourager les gens à écouter et réfléchir à ces militantes et militants phénoménaux qui représentaient le régionalisme de la base de la meilleure manière qui soit. Et je voulais aussi centrer la joie océanienne et autochtone dans ce mouvement, parce que se reconnecter et construire ces relations ensemble était une partie primordiale de ce mouvement. Les gens étaient heureux d'apprendre les uns des autres et de se rencontrer, surtout après avoir été séparés par les pouvoirs coloniaux. Donc c'est comme ça que je mets les peuples océaniens au centre en utilisant leurs propres mots plutôt que de reproduire des dynamiques problématiques où je parle pour quelqu'un d'autre dans un texte écrit ou en paraphrasant puisque il et elle le disent si bien, donc je préfère utiliser l'audio pour pouvoir faire ça. Les études du Pacifique en tant que champ d'études sont très utiles puisqu'elles sont axées sur la prise de pouvoir de la base. Epeli Hau'ofa et Teresia Teahuia, deux figures importantes des études du Pacifique, ont tous les deux pensé avec la base et au besoin de créer des savoirs qui peuvent être transmis, pas seulement des savoirs qui ne s'adressent qu'au monde universitaire. Donc c'est très important pour ça. Mais aussi ce champ d'études nous aide à penser le niveau régional
régional, donc pas seulement au Pacifique français, ou au Pacifique américain, ou au Pacifique Nord, ou au thème de l'Australie et le Pacifique, qui sont dictés par des frontières coloniales. Donc on se concentre sur notre terre, notre mer, notre ciel, nos gens et nos peuples, et comment on a résisté à toutes ces incursions coloniales. Donc je pense que les études du Pacifique dans leur approche locale, mais aussi régionale, sont géniales pour ça. Great for that. Yeah. Merci beaucoup, Talaï, pour vos réponses et d'avoir partagé vos recherches et vos savoirs avec nous. Certainement que ça nous agrandit vraiment notre perspective régionale et ça nous permet de penser cette question de la militarisation, mais aussi de la justice climatique de manière plus expansive. Donc, merci beaucoup. Vinaka, thank you so much. Vinaka, merci beaucoup, c'est super. Voilà, c'était une interview de Talaï Lucia Mangioni, interrogée par Anaïs Douang-Pédika pour la 19e édition de la Pause décoloniale. Merci à toutes les deux pour cette interview exceptionnelle. Tout de suite, un rappel des principaux points de cet entretien. La militarisation est souvent masquée par des luttes comme le changement climatique, le développement. Dans le Pacifique, on parle également de l'économie bleue. Donc tous ces projets justifient la construction d'infrastructures pour protéger nos zones côtières, nos océans et donc justifient par conséquent la présence militaire. À travers ces projets, les États coloniaux tentent en fait d'évaluer des options et des façons de s'imposer pour pouvoir répondre à la montée en puissance de la Chine qui est perçue comme une menace. La Chine fait de même de son côté pour contrer tout éventuel frein à sa montée en puissance. Talaï nous cite l'exemple le plus évident pour elle, qui est en fait la militarisation de la police en ce moment aux îles Salomon par l'Australie et la Chine. Malgré le mouvement Nuclear Free and Independent Pacific qui a débuté dans les années 70, la région n'est toujours pas libérée du nucléaire et n'est toujours pas indépendante. Et bien que la majorité du Pacifique soit des États indépendants, beaucoup d'entre eux ne sont toujours pas libres et ont toujours ces pouvoirs coloniaux qui sont là et qui s'accrochent, comme la France, les États-Unis et des nouveaux pouvoirs comme l'Indonésie, en Papouasie-Occidentale, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La menace chinoise, un discours qu'on martèle à des fins précises, enraciné dans nos consciences que la Chine est là et qu'un partenariat de sécurité militaire entre les États-Unis et l'Australie est la meilleure façon d'empêcher la Chine ou d'empêcher la guerre. Le militarisme, ce mix du militarisme et du tourisme qui veut dire que l'un ne va pas sans l'autre, c'est un terme employé par la chercheuse Theresia Teaiwa et Talaï nous en donne sa compréhension de ce terme. En gros, le militarisme alimente l'industrie touristique. Voilà pour le récapitulatif. Avant de clôturer cette édition, il est bon de rappeler que l'année dernière, l'accord AUKUS, acronyme de l'anglais Australia, United Kingdom et United States, un accord donc entre ces trois États, a été signé, ce qui a provoqué l'indignation de la France depuis qu'Emmanuel Macron a été exclu des pourparlers. Le mois dernier, le président américain Joe Biden a accueilli le tout premier sommet des États insulaires du Pacifique à la Maison-Blanche. La France a autorisé les représentants de la Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, et de la Polynésie française, Édouard Fritsch, a participé. En Kanaki, on a beaucoup parlé de la signification et du symbolisme du drapeau kanak affiché aux côtés d'autres drapeaux des îles du Pacifique sur la photo prise à la Maison-Blanche et avec tous les invités. Dans son discours aux Nations Unies un peu plus tard, Louis Mapou a salué les États-Unis comme une grande nation du monde libre. Un discours qui non seulement exceptionnalise les États-Unis, mais aussi invisibilise l'impérialisme américain. Pour mémoire, en novembre 2021, avant le 3e référendum d'indépendance prévu par l'accord de Nouméa, la France a envoyé 1400 gendarmes supplémentaires et 130 véhicules blindés, une centaine de policiers supplémentaires et 250 militaires supplémentaires pour s'ajouter aux 1500 militaires déjà présents dans les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Et tout ce dispositif-là, c'était pour
sécuriser le référendum. Cela n'a alarmé ni les médias locaux ni la population. J'espère que, comme pour moi, cette 19e édition vous a apporté plus d'informations sur ce qu'est la militarisation de l'Océanie et au cœur de quels enjeux nous, peuples du Pacifique, nous sommes. C'est donc la fin de cette 19e édition. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à l'équipe de la pause décoloniale pour la préparation de cette édition. Merci à Radio Jido pour la diffusion de notre édition que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook, sur notre page YouTube, notre compte SoundCloud et également publié sur le site Présence Kanak. Je vous donne rendez-vous le 30 novembre 2022 pour une nouvelle pause décoloniale. Mais avant de vous laisser, je cite Talei. Les femmes ont toujours été le fer de lance des mouvements du Pacifique puisqu'elles étaient souvent en marge du pouvoir politique et économique. Fin de citation. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle pause décoloniale.